Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Indécent Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut Déborah. Et comment vas-tu en cette belle soirée? Eh oui, en cette belle soirée, ça va super bien motivé. Ça fait Voilà. plaisir à entendre. Puisqu'aujourd'hui, c'est toi qui vas nous présenter un jeu de rôle, non pas en une, mais bien en deux vidéos. Et dans la première vidéo que vous êtes actuellement en train de visionner, donc il va y avoir la présentation générale, la présentation de l'univers et également un petit peu comment fonctionne la création de personnages. On va commencer quand même par présenter. Bon, je pense que au titre de la vidéo, vous avez deviné, mais de quel jeu de rôle on va parler du coup? Ah bah là, on va parler des héritiers. Aventure féerique à la belle époque. C'est beau. C'est sorti il y a peu, hein, au département des sombres projets. On va parler rapidement de la gamme de ce qui est déjà sorti. En tout cas, voilà. Il y a une gamme qui est sortie, et nous, on va principalement parler des deux premiers ouvrages. Le livre de base que je viens de vous montrer, et le second, voilà, Ouh, Arcane et Faux Semblants, qui est en quelque sorte le livre du meneur. d'accord. Voilà, on Est-ce va qu'il y a commencer. d'autres petits ajouts sur ces gammes, bon, qu'on n'a pas en physique, mais qui existent quand même? Alors, on les a pas en physique, mais oui, il existe. Il y a un écran qui est déjà sorti. Il y a aussi un autre supplément qui s'appelle Machine et Merveille, qui va traiter un petit peu des découvertes scientifiques de l'époque et de l'exposition universelle. Hein. Ça se passe à la belle époque, Oui. Paris, Tour Eiffel, voilà. Il va y avoir également deux petits suppléments qui vont traiter de Pékin et Londres, histoire de changer le contexte. Donc, il y a quand OK. même pas mal de petites choses. Il y a des romans également qui sont sortis Ah sous cet ouais? univers, et oui. Et apparemment, il y aura également une suite. Ça s'annonce être une très belle gamme, comme on Ouh là peut là! s'y attendre du département du sombre projet. Il y a plein de petits trucs et bon, on a un petit peu, déjà eu quelques indices sur, qu'est-ce que c'est, l'univers, des héritiers. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Alors, Les Héritiers, pour faire simple, c'est un jeu de fantaisie urbaine, mais vraiment typé vraiment à la belle époque. Par défaut, en France. Ça se passe en 1900, à Paris. Ça, c'est le cadre par défaut. Tout le livre de base se concentre sur la ville de Paris. On va se poser dans un contexte à la base historique, hein, on a vraiment les événements, ce qui s'est passé vraiment en France jusqu'en 1900, on va y croiser des personnalités de l'époque. Je ne les ai pas connus personnellement, hein, mais je fais confiance aux auteurs pour leur travail. Mais dans cet univers, on va rajouter une petite pointe de fantastique, car dans cet univers, les fées existent. Ce sont des êtres magiques qui existent depuis fort longtemps, hein, qui existaient sur un monde un petit peu à part, qu'on appelle Avalon, et qui se mêlaient un petit peu aux humains. Et dans cet univers, qu'est-ce qu'on va jouer exactement? On va jouer des héritiers, hein, c'est le titre du jeu. Eh bien, les héritiers, ce sont des fées qui ont la capacité de se faire passer pour des humains et de se cacher donc parmi la foule. Un pouvoir très puissant. Des individus qui sont peut-être nés fées, et oui, je suis né gobelin, je suis né farfadet, ce genre de choses, ou qui sont nés humains et qui vont découvrir qu'ils sont des fées en réalité. Mais toujours avec cette capacité de passer de l'apparence féerique à l'apparence humaine, Mmh. qui permettra D'accord. donc de jouer sur les deux tableaux, les deux univers. Qu'est-ce que les héritiers ont de particulier? Ce sont des individus qui auront des visions un petit peu particulières, souvent quand ils dorment, ce genre de choses. Des visions où on divulgage un petit peu, mais pas trop. C'est Ils vont important. voir, c'est important tout de même, les héritiers voient en rêve un grand champ de bataille où deux grandes armées se mettent joyeusement sur la tronche, et à un moment, un dragon aux proportions totalement gigantesques, cyclopéennes, arrive et dévore tout ce beau petit monde. Les héritiers sentent qu'ils ont un lien avec cet événement, que cet événement va arriver dans quelques années. Genre 1914, ils ont dans 14 ans. Ils se, D'accord. ils se doutent que quelque chose de terrible va arriver dans le futur et qu'ils sont peut-être les seuls à même d'empêcher cette catastrophe. Car quand je parle d'un dragon immense, le dragon, il a en deux coups de bec, il a gobé les deux armées et la planète, elle va suivre dans peu de temps. Ouais, ouais. Et du On coup, vous mettra une illustration à côté. j'ai j'ai une question à propos de ces visions. C'est que donc quand tu parles des héritiers, c'est toutes les fées ou c'est juste, le groupe Alors, de personnages? ceux que l'on va appeler les héritiers, pas toutes les fées. D'accord, OK. Vraiment, voilà, tous ces fées qui sont capables de changer d'apparence et qui ont ces visions, on les appelle des héritiers. OK, OK.
Il va C'est y clair. avoir donc des héritiers qui auront pour but d'essayer d'empêcher ce phénomène, déjà de comprendre ce phénomène et de l'empêcher, et certains auront le sentiment qu'ils doivent empêcher les autres héritiers de le faire. On les appellera les chasseurs. Du coup, on peut Les gens pas jouer des cool. deux. Ah, Oui, ils sont pas très cool, mais bon. on peut Je sais pas. aussi jouer des chasseurs du coup? En général, c'est plutôt l'opposition. Ouais, d'accord, c'est bien ce que Voilà. je me disais. En général, voilà, c'est le gros vampire bien nerveux ou le troll bien sale qui va venir vous traquer la nuit. Ok, d'accord, c'est les opposants, j'ai compris. On joue en 1900, donc dans une époque de dynamisme technologique, scientifique et sociétal. Il y a énormément de choses qui arrivent, ça bouge extrêmement vite. Et de l'autre côté, on va pouvoir également vivre du côté des fées, les fées qui ont leur propre société, qu'on appelle la monarchie. Déjà là, tout est dit avec un titre pareil sur comment que ça fonctionne. Qui est un peu plus traditionnaliste, on va pas le cacher, ça existe depuis des siècles, des millénaires même, ce sont de grandes familles qui dirigent tout ça. Actuellement, c'est une reine qui dirige tout ça. La culture est encadrée par des druides, du coup c'est une culture orale et vraiment traditionnaliste. Du coup, on va être partagé entre ces deux ambiances, entre les humains où ça évolue, en bien ou en mal. Il y a des expérimentations, on va dire. Et du côté, de l'autre, chez les fées, ça évolue, mais ça évolue pas vite. Ou ça va évoluer avec fracas. Mhm. Ok. C'est très nuancé des deux côtés. Hein. Même chez les fées, il y aura plein de factions avec lesquelles s'amuser. Des pro-révolution, des pro-tradition, des pro-progrès scientifique et nécromantique. Après tout, la nécromancie est une science en soi. Très On a de sympathique. quoi bien s'amuser. Et du coup, à propos de s'amuser, alors je sais pas, tu voulais dire un truc en plus? Enfin, Non. bah, à propos de s'amuser, donc t'as un peu planté le décor, mais en termes de jeu, en termes d'ambiance, qu'est-ce qu'on peut avoir avec les héritiers? Alors, en termes d'ambiance, on va principalement vivre des aventures, ça peut être des enquêtes à Paris à la Belle Époque, qui pourraient nous rappeler un petit peu des jeux comme Crime, par exemple, sans être aussi sombre Oui. et névrosé que Crime. Ça peut être des grandes embrouilles politiques, des intrigues politiques vraiment effroyables, qui pourraient rappeler des jeux comme peut-être Vampire, La Mascarade, parce que les grandes familles chez les fées, on va pas le cacher, on se tire dans les pattes très régulièrement. Ça peut être des enquêtes occultes. Nous faisons de la magie. En tant que fées, on a des capacités un peu à part. Nous avons ces visions étranges. Nous avons une religion à nous, avec des dieux anciens, ce genre de choses. On peut tout à fait faire des enquêtes vraiment occultes, des quêtes initiatiques, ce genre de choses. On peut même y faire, si on a envie, des gros scénarios horrifiques. On a parlé de nécromancie, il y a certaines races féeriques comme les vampires qui mettent un petit peu mal à l'aise, les trolls, les ogres qui mangent tout ce qui passe. On peut mettre une ambiance bien poisseuse très facilement. Ok, on peut tirer dans le globe, quoi, du coup. Exactement. Le seul point commun, c'est qu'à chaque fois, nos personnages, on va quand même jouer des personnages qui sont extrêmement compétents. On est très spécialisé, on est très très bon. On va jamais jouer l'héritier lambda. On a un destin qui nous attend, et on va le faire avec panache. En parlant de panache, comment est-ce que le système soutient ce panache? Ou ne soutient pas, mais j'ai l'impression que ça soutient plutôt quand même. Oui, ça soutient un peu quand même. Hein. Alors, le système est en soi très simple. C'est valeur de caractéristique, plus valeur de compétence, plus un petit bonus-malus en fonction de l'humeur du MJ et de la situation, comme d'habitude, plus un dé. On lance le dé, on additionne tout ça, contre il faut dépasser une difficulté. C'est quoi comme dé? Ah, eh bien le dé, c'est là où c'est un petit peu... c'est même très original, car le système s'appelle le système 3D. Eh bien, c'est le joueur qui va choisir quel type de dé il va lancer. C'est un peu bizarre. Oui, il peut décider comme ça. En fait, on peut décider de lancer un dé 8. C'est le dé le plus faible, donc il ira de 1 à 8. Ça donnera des petits résultats, mais ça ne donnera pas d'échec critique. Donc c'est un petit dé, ce qu'on va appeler le dé prudent. Si je suis un peu plus compétent, je peux tenter un dé aventureux, donc ce sera un dé 10. Donc je peux monter jusqu'à 10, du coup, on peut monter bien plus élevé.
Et par contre, si le dé fait un 1, eh bien, j'aurai un malus de -3 au résultat total. Donc ça commence à piquer un petit peu. Fait pas plaisir. Et si je veux y aller à fond, eh bien, je vais lancer un dé 12. Le dé de panache. Ah, Donc ça permet de le monter fameux. jusqu'à 12. Et ça commence à être sacrément bon. Par contre, s'il fait un 1, le dé 12, il vaut -5. On se viande, on se gamelle dans les grandes largeurs. Et du coup, ce sera le joueur à chaque fois qui choisira son dé avant de faire le test. D'accord. Un bon contrôle sur l'ambiance, c'est une bonne gestion des risques. Oui, ouais. Du coup, voilà, on a vraiment un système très simple, très facile à prendre en main. Il y aura également aussi des petites règles de triche, parce que nos personnages ayant des visions étant un petit peu à part, on va pouvoir tricher par exemple en lançant plusieurs dés, en gardant celui qu'on veut, en obtenant des bonus, en oubliant des malus, ce genre de choses. Mhm. C'est de la triche, c'est écrit dans le titre. Oui, mais bon, on est des êtres surnaturels aussi, on a le droit de faire ça. Oui, exactement, c'est ça. Et du coup, maintenant qu'on a un peu une idée du système, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment créer un personnage? Là, par exemple, avec ce que tu m'as dit, t'as parlé de Farfadet tout à l'heure. Je veux bien faire une petite Farfadet, genre porter dans la contrebande, tu sais, en mode Peaky Blinders un peu, ce serait cool. Alors, aucun problème. La création est en soi assez simple. Par contre, on va pas vous la montrer là devant vous parce que il y a beaucoup de choses à choisir. Ce serait un petit peu long et rébarbatif. On mettra la fiche de perso complète à la fin. Alors, tu as une idée de personnage, déjà c'est parfait. Il faut choisir un type de fée. Il y aura beaucoup de types de fées. On a parlé des farfadettes. Il faut savoir que dans le livre, il y en a plus d'une vingtaine différentes. C'est immense. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Aussi bien des fées anciennes, traditionnelles, farfadets, elfes, ondines, vampires, trolls, ce genre de choses, gobelins. Mais il va y avoir également des fées modernes, les dames de métal, les gargouilles, qui sont apparues avec Notre-Dame par exemple, avant il n'y en avait pas, ou des gremlins, qui ont pour particularité de foutre le dawa dans tout ce qui est technologique. On s'en doutait un petit peu. Ah, il doit se donner à cœur joie à la belle C'est la époque. meilleure époque possible. En plus, il faut imaginer qu'avec l'exposition universelle, ça va être trop bien. Oh, le dawa. Je vois bien un bon setup là. Exactement. Donc par exemple, tu as choisi une farfadette. Alors la farfadette va te donner vu que tu as choisi ce type de fée, ça va te donner quelques indications directes. Par exemple, la taille de ton personnage, petit, une taille normale ou grand. Ça donnera des bonus ou malus en esquive. Là par exemple, farfadet, c'est petit. Du coup, il y aura un petit bonus en esquive et c'est toujours pratique. On prend vite des buffs. Ça donnera quelques traits de caractère, il y a une petite liste, on en choisit quelques-uns, il y a des avantages, il y a des désavantages. Malheureusement, on n'a pas le choix. Donc là, ce serait par exemple porte-bonheur, ou tu sens l'alcool, ce genre de choses. Ça va te donner également une liste de capacités naturelles dans lesquelles il faudrait choisir. Ça va te donner, après, des scores. Et on a des scores de base comme ce qu'on va appeler la féerie et le masque. Donc ce sont des valeurs, la féerie, qui va nous permettre de doser notre potentiel magique. Plus ce score est élevé, plus, en tant que fée, j'ai accès à des pouvoirs puissants. Et le score de masque, c'est cette capacité de déjà me faire passer pour un humain. Et donc plus cette valeur est élevée, plus je me fonds dans la masse. Et d'utiliser également des pouvoirs sous forme humaine. Parce que normalement le jeu, faut être sous forme féerique pour que ça pulse, pour que ça claque. Donc il y aura un petit truc aussi dans le jeu qui est assez rigolo, c'est qu'il ne faut pas que le score de féerie dépasse celui de masque. Sinon on a du mal à masquer notre nature féerique. Un elfe aura toujours les oreilles pointues, s'il va trop loin, ce genre de choses. Un ange aura toujours une aura lumineuse. Un troll aura toujours la peau verte. J'imagine que ça fait pas trop bien ça dans les rues de Paris en 1900. Non. Tout comme le vampire qui aurait toujours les crocs sortis et qui n'arriverait pas à les rentrer. C'est très compliqué une soirée mondaine. Ça va bien. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, ce choix du type de fée te donnera également... les farfadets ont accès à certains pouvoirs. Chaque type de fée a ses propres pouvoirs. Donc là, ce serait des capacités comme parole enivrante, tu parlerais à quelqu'un, tu serais capable de faire monter son taux d'alcoolémie, tout simplement. Passe-partout, je suis plus doué pour esquiver, ou filouter, ou crocheter des serrures, ce genre de choses. Après, il y aurait une liste d'atouts féeriques. Bref, c'est souvent des petits atouts comme ça à choisir dans une liste.
Voilà. Ensuite, les caractéristiques. Chaque type de fée définit les caractéristiques de départ, la valeur de départ, et les valeurs max que tu peux atteindre. Oui. Une farfadette serait très douée en agilité naturellement, mais en force, c'est pas ça. C'est plus compliqué de filer des grosses patates. Ça va être compliqué. Et voilà, du coup, ta valeur max de force sera bloquée. Celle d'agilité serait bloquée, mais très très haut. Ça donne voilà, tu aurais des valeurs de base. Tu as des valeurs de points à répartir, un pool de points à répartir dedans, comme une création standard. Oui. Après, on choisirait les points de vie, comme d'habitude. Ensuite, il y a les compétences. C'est toujours aussi important, les compétences. Le type de fée va te donner accès à certaines compétences par défaut. Là, une farfadette, la comédie, le monde du crime, la conduite. Car les farfadets, dans la mythologie, ont une affinité avec les chevaux. Oui. Du coup, équitation, conduite d'affûtelage, ça donnerait des petits bonus. Après, il y aura aussi un autre type de compétences, les compétences dites utiles, qui servent tout le temps, donc, comme on disait, monde du crime, comédie, conduite, qui servent en jeu régulièrement, et des compétences dites futiles. Mais futiles dans le sens qu'on lui donnait en 1900, hein, c'est pas juste ça sert à rien, c'est des compétences, on va dire, pas dire professionnelles, qui vont typer mon personnage, qui me serviront peut-être une fois tous les watts 1000 ans, mais qui me permettent vraiment de typer mon personnage. Ouais. Comme paris sportif, production d'absinthe, cuisine, balade du dimanche, jeu. Ça sert pas forcément contre le grand méchant dragon sur le champ de bataille, mais ça me permet de faire vivre mon perso en dehors. Et qui permet de vraiment typer mon perso. Parce que il y a une grosse personnalisation, quand même. Énorme personnalisation. Notre personnage est unique. Véritablement. Ça, c'est vraiment très plaisant. Après, on va choisir plusieurs profils, donc c'est des types de compétences. Ce sera écrit sur votre feuille, vous regardez, c'est un des différents encarts. On en choisit 2, ça va nous donner deux poules de compétences qu'on va augmenter. Oui, d'accord. Les compétences se règlent de cette manière. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il nous reste encore des points à répartir. En compétences, en spé, on va donner quelques objets utiles au personnage. Par exemple, une petite farfadette qui œuvre en mode Peaky Blinders, ce serait bien qu'elle ait sa petite matraque, ou son petit couteau pour se débrouiller dans la rue, un petit vélo pour s'enfuir, avant que la maréchaussée te mette la main dessus. Ouais. Aussi bien féerique qu'humaine. Ce genre de choses. Et puis quelques spé, mais bref, ça se règle très facilement. Il y aurait possibilité d'aller encore un peu plus loin dans la création de perso, si on a envie, avec, par exemple, notre pécule. C'est important, l'argent. Chez les humains, en 1900, l'argent, la fortune personnelle, a un impact énorme sur la société. Du coup, il y aurait toute une gestion de ce patrimoine, de l'argent que je possède, du statut que j'ai. Mais ça, c'est vraiment une partie de la création qui est plutôt réservée à un jeu en campagne. En one-shot, ils le disent clairement. Ne touchez pas à ça. Ça vous servira pas. Ouais. D'accord. Eh bien, voilà, tu aurais créé ton personnage. Ça prend 10-15 minutes à peu près. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à choisir. Ouais, faut savoir, faut avoir une idée en tête, sinon c'est compliqué de choisir. Il vaut mieux avoir une première idée, et puis, comme on a dit, il y a énormément de types de fées, et elles sont toutes super sympas. Du coup, je vais jouer ça. Ah, mais ça c'est sympa. Ah, mais ça aussi. Ah, mais ça aussi. Beaucoup de choix. Juste, j'ai une petite question. Tu disais que l'argent c'était très important pour le statut humain et tout ça. Est-ce qu'il y a un équivalent chez les fées ou on est d'accord qu'on vaut rien si on fait pas partie des familles royales? Il vaut mieux faire partie d'une famille royale ou une des factions importantes. D'accord. Mais l'argent n'a pas la même valeur chez les fées. Les fées ont plutôt pris le concept d'argent des humains. On finit pas. Il y a des idées qui c'est perméable, c'est entre les deux. Des idées qui passent de l'un à l'autre sans qu'on s'en rende compte. C'est pas très important chez les fées. D'accord. Ok. Là, j'ai beaucoup parlé du livre de base, les héritiers, qui donne toute la création de perso. L'univers également, parce qu'il y a également une description de Paris en 1900, et c'est quand même vachement important de savoir où on va jouer. Une description également des personnages que l'on va croiser dans le monde féerique. C'est assez riche, c'est pas trop mal, c'est très bien même. Grosse création. Quelques secrets ici et là, mais rien de vraiment développé. C'est-à-dire que les joueurs peuvent totalement lire ce livre, d'un bout à l'autre. Ils ne se feront pas spoiler les grands secrets du jeu. D'accord. Par contre, si le meneur veut avoir la suite, et ça, autant dire que ça tease sérieusement dans le livre de base, il faut passer à celui-là. Du coup, Arcane et Faux Semblants, c'est vraiment le livre du meneur, parce que dedans, il va y avoir
toute la description de la société féerique, qui Mhm. n'est pas dans le livre de base, elle est esquissée, mais il manque beaucoup de choses. Là, on a vraiment son fonctionnement, ses différentes factions, son origine, la description d'Avalon. C'est bien d'avoir Paris, mais si on a envie d'aller chez les fées traditionnalistes, ce serait bien d'aller à Avalon. D'ailleurs, comment on va à Avalon? C'est vrai, le premier truc. Voilà. En plus, il y a une petite ambiance arthurienne qui est vraiment pas désagréable. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais pas. Il y avait aucun Non. indice. Non, surtout que l'un des PNJ majeurs s'appelle Merlin. Oh, Eh ben, un petit druide là, c'est ça? c'est ça, un vieux chelou avec un bâton et qui mange des baies. Bon, il est un peu plus que ça, il a évolué, mais... Donc voilà, il y aura plus d'informations dedans. Oh, je vais pas trop divulgacher parce que ça va très loin, mais ça va expliquer clairement toute l'origine des faits, et ça remonte à vachement loin. Pensez bien au-dessus de dizaines de milliers d'années, hein. Rajoutez Oh la quelques vache. zéros. Non, l'histoire va très loin. Est-ce qu'on a besoin de le savoir? Non, mais c'est toujours bien de savoir comment elles se sont intégrées dans cet univers. Et il va y avoir également la relation que vont avoir les faits avec la religion. Aussi bien la leur que les religions monothéistes humaines. Ouais, mais j'avais un peu lu que les religions c'était particulier dans les héritiers, même de base. Ça avait plus évolué vers un truc genre la science en premier, des trucs comme ça, non? Exactement. La science passe avant tout, mais les faits ont eu une incidence dans les religions humaines. Des figures importantes de la Bible, la Torah et tout, c'était peut-être des faits qui passaient par là et qui ont fait péter le pouvoir au mauvais moment. Ou inversement. Ils ont pu voir des figures bibliques et se dire, les faits ont pu se dire, ça on n'est pas d'accord. On va régler le problème parce que nous non. Non. On veut pas ça, ok. Plus après toute la mythologie arthurienne qu'il va y avoir en plus. On en parlera un peu plus en détail dans la seconde vidéo. Qui arrive tout de suite. Est-ce que je peux poser une dernière question avant de clôturer cette vidéo? Mais bien sûr. Est-ce que dans les bouquins il y a des scénarios ou pas du tout? Ah, c'est une très bonne question. Alors, oui, il y a un scénario dans le livre de base déjà, qui est excellent pour débuter. C'est vraiment pour un groupe d'héritiers qu'on vient juste de créer, qui ne connaissent pas encore les grands secrets et qui même, peut-être, ne savent même pas qu'ils sont des fées. Ah ouais. Ça peut être des humains qui découvrent leur nature féerique, et il y a un petit scénario tout mignon. D'accord. Non, comprenez que quand je fais ça, c'est pas vrai. C'est pas mignon du tout, mais ça donne... C'est un excellent début, parce que grâce à ça, on va avoir une raison de souder l'équipe, de vouloir en apprendre plus, et peut-être s'accaparer un QG ou ce genre de choses. Ah ouais, ok, cool. Donc c'est vraiment le bon gros début de campagne. Mm. Le second ouvrage contient également un très gros scénario. On est presque dans de la mini-campagne, qui là par contre va nous envoyer vraiment au centre de l'intrigue. Là, on arrive, ça y est, on met nos gros panards velus dans les secrets de l'univers, on est balancé au centre. Alors, on aura très vite un aperçu de... Quoi? Vraiment? J'étais pas au courant. Et ça risque de chambouler beaucoup de choses, aussi bien la vision des joueurs que la vision des autres personnages sur l'univers. Bien cool. Et bien voilà les scénarios qui sont déjà disponibles dans ces deux ouvrages. Il y a largement de quoi faire. Effectivement. Ben, merci Antoine pour pour la présentation des héritiers. Alors, on n'a pas trop donné notre avis pour l'instant. Du coup, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo qui contiendra entre autres ces trucs-là et quelques petits secrets de MJ. Chut. En attendant cette deuxième vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver donc sur tous nos réseaux sociaux. On le dit à chaque fois, mais c'est pour de vrai. C'est vachement important. Ouais, c'est clair. Si vous avez lu Les Héritiers ou que vous avez un avis, n'hésitez pas à nous le partager. Et puis, d'ici là, je vous dis bonne partie, n'oubliez pas de jouer. Et puis aussi, prenez soin de vous. Salut! Allez, ciao tout le monde!